Bonjour à toutes et à tous et merci de votre patience et de cette installation. Par cette chaude après-midi, on va essayer de conclure tous ensemble cette dernière session en fait, de conférence sur ce salon Tech for Industry Show par un sujet en fait qui est intéressant et qui suscite beaucoup d'intérêt. C'est les jumeaux numériques. Ce sont les jumeaux numériques. Lorsque j'ai préparé cette conférence avec nos intervenants, je me suis rendu compte d'une chose assez intéressante, c'est qu'aucun d'entre eux ne définit exactement le jumeau numérique de la même manière. Pour certains, c'est un outil d'exploitation. Pour d'autres, c'est un moyen de connecter des systèmes et des données. Pour d'autres encore, un modèle scientifique permettant de mieux comprendre un système complexe, quoique, et ils vont nous l'expliquer. Et pourtant, en fait, tous ces gens-là travaillent sur la thématique des jumeaux numériques. Alors, plutôt que de vous proposer en fait une définition unique, je vous propose plutôt d'essayer de comprendre ce qui rapproche aujourd'hui les mondes de l'industrie, des infrastructures et de la construction autour de ces outils au cours de cette conférence donc, qui vous est proposée par Building Smart France. Alors avant cela, je vous présente rapidement nos différents intervenants. Vous vous signalez à l'approche de votre nom, Bertrand Van Den Bosch. Vous êtes product manager chez Suez Digital Solutions et spécialiste en fait des enjeux de continuité numérique et d'exploitation des infrastructures. À vos côtés, Mouad Habibou, directeur du programme Jumeaux numériques chez TDF, où vous pilotez la numérisation et l'exploitation de plusieurs milliers d'infrastructures sur le territoire, on va en parler. Dominique Chevillard, administrateur Building Smart et directeur technique de la FNTP. Vous vous êtes engagé sur les questions de standards et d'interopérabilité dans les infrastructures. Marc Barthélémy, directeur de recherche à l'Institut de physique théorique. Vous êtes spécialiste des systèmes complexes et des modèles appliqués aux villes et aux réseaux. Et enfin, Guillaume Vray, vous êtes directeur d'Aveva et représentant de Numom. Votre expertise des jumeaux numériques industriels et la valorisation des données sera forcément très intéressante aussi. Donc merci à tous les cinq d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, vous avez vu, ce qui est intéressant dans ce panel, c'est qu'il réunit à la fois des acteurs de l'industrie, des infrastructures, de l'exploitation, des standards de la recherche, donc 5 regards différents sur les jumeaux numériques. Alors, nous allons séquencer cette table ronde en plusieurs temps. Commençons d'abord par voir comment le jumeau numérique s'impose en réponse à un problème concret. Avec vous, Mouad Habibou, chez TDF, vous gérez près de 9000 infrastructures réparties sur l'ensemble du territoire. Déjà, c'est quelles infrastructures exactement? Et après, je poursuivrai par ma première question. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, TDF est une société d'infrastructures numériques qui s'occupe de la diffusion de la TNT, de la radio, mais également de la connectivité réseau mobile. Donc on héberge des opérateurs de téléphonie mobile au sein de nos infrastructures, mais on fait aussi de la couverture indoor, du réseau mobile privé, du déploiement de data centers. Donc tout ça, c'est TDF. Et dans le cadre de nos activités, dans le cadre des 9000 infrastructures que vous citez, Xavier, on réalise tout un tas d'opérations qu'on a voulu digitaliser, mais on va en parler dans quelques instants. Et pour s'occuper de tout ça, vous avez des techniciens donc, qui se déplacent sur toutes ces infrastructures pour aller les visiter et les mettre en place de façon assez régulière. Et lors de votre préparation, vous m'avez donné un chiffre qui m'a vraiment marqué. En fait, c'est un nombre de 5 millions de kilomètres parcourus chaque année par ces équipes terrain. Et j'allais vous poser cette première question simple qui est à l'origine en fait, de votre jumeau numérique. Quel problème cherchiez-vous donc à résoudre lorsque vous avez lancé votre programme de jumeaux numériques? Effectivement, 5 millions de kilomètres, c'est l'équivalent des 250 techniciens qui parcourent nos sites au sein de la métropole et des territoires ultramarins. 9000 infrastructures, 9000 pylônes, toit terrasse, tour béton, qu'on doit maintenir pour assurer le service public, d'une certaine manière, qui est la diffusion de la télé et de la radio, mais également l'hébergement des opérateurs de téléphonie mobile. Et donc, ces techniciens se déplacent, mais pas que les techniciens TDF. Il y a aussi les sous-traitants de TDF, il y a aussi les clients. En fait, ce chiffre 5 millions, on peut facilement le multiplier par 2 quand on intègre les déplacements que font nos sous-traitants et les clients au sein de nos infrastructures. La première problématique, c'est qu'effectivement, on se déplace énormément sur nos sites et souvent pour aller capter de la donnée. Ce qu'on a d'ailleurs appelé les données Kleenex parce qu'on ne les utilisait qu'une seule fois. Elles n'étaient pas bien structurées, pas bien stockées, pas bien modélisées. Et donc, c'est dans ce cadre-là principalement qu'on s'est lancé dans le digital twin, dans le jumeau numérique, pour aller
identifier, enfin scanner l'infrastructure pylône, en sortir un point mesh, une visite virtuelle, ce qu'on appelle chez nous, puis un BIM, associer à cela tout un tas de données qui est interfacé avec notre système d'information pour derrière en assurer une simulation de conception, de la maintenance prédictive, etc., etc. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on reviendra tout à l'heure. Donc ça répond en premier lieu à structurer, capter de la donnée, la structurer, et principalement l'excellence opérationnelle, notamment dans la maîtrise de nos déplacements et de nos opérations terrain. Alors, qui utilise exactement en fait ce jumeau numérique chez TDF? Parce que j'ai cru comprendre que les techniciens dont on parlait initialement ne sont pas les seuls utilisateurs. Effectivement, les techniciens ne sont pas les seuls utilisateurs, puisque TDF fait de la conception, fait du design pour nos clients. Hein. On est censé designer l'ajout d'une antenne 5G, par exemple, sur cette infrastructure. Il faut la designer. Donc, on a des designers chez nous, on a des bureaux d'études, des chefs de projet, des responsables de parcs de sites et d'exploitation et de maintenance, justement pour voir un peu cet environnement de site. Est-ce que les accès sont possibles ou pas? Et grâce à ce jumeau numérique, ils ont cette capacité, sans pouvoir se déplacer, d'avoir un peu l'environnement et l'intégralité des données sur cette infrastructure, pylône, toit terrasse, tour béton, etc. Donc une utilisation plurielle et adaptée par l'ensemble des métiers. Bertrand Van den Bosch, chez Suez, vous êtes arrivé au jumeau numérique par un autre chemin. Tout d'abord, en fait, est-ce que vous pouvez expliquer le contexte et l'utilité, le but du premier jumeau numérique que vous avez déployé? Donc, c'était en Île-de-France. Tout à fait. Donc, juste pour revenir, Suez, c'est une entreprise qui a deux grands métiers: l'eau, donc production d'eau potable, distribution d'eau potable, traitement de l'eau usée, et donc collecte et traitement de l'eau usée, et le métier des déchets solides, donc le ramassage, le tri, l'incinération, la production d'énergie à partir de déchets. Effectivement, nous, la première approche, c'est dans les années 2018-2019. On a construit une plateforme pour un client qui est le département des Hauts-de-Seine, et pour la gestion de son réseau d'assainissement. Donc on est en partenariat avec Cevesc. Cevesc, c'est la société de Suez qui exploite ce réseau d'assainissement pour le département. Et c'est vraiment la première plateforme qu'on a fait. Elle avait pour objectif de récupérer l'information digitale qu'on avait du réseau et des usines du réseau d'assainissement du département, et permettre de partager toutes ces informations sur une seule plateforme unique. Et juste pour donner 2-3 chiffres pour qu'on voit ce que ça représente, c'est 650 km de réseau d'assainissement, dont 450 qui sont des réseaux qu'on appelle visitables, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui vont les inspecter, les vérifier, et on fait des modèles 3D de ces réseaux visitables. Et c'est à peu près 60 sites qui sont des sites de production. Donc ce n'est pas des grosses usines, c'est des petites usines à notre échelle, mais qui sont quand même réparties dans la nature. Alors, vous me précisiez, en fait, c'était des sortes d'autoroutes, en quelque sorte, qui existaient, qui permettaient de transporter d'un point A à un point B. Exactement. Ce qui est particulier, c'est que dans une collectivité normale, on collecte l'assainissement des usagers, on le transporte et on le traite dans les stations d'épuration sur une boucle relativement locale. En région parisienne, on est dans un des endroits où on a une séparation des métiers. Les communes collectent, elles distribuent leur collecte dans le réseau du département, qui lui-même le transmet dans le réseau du SIAP, qui le traite et traite l'épuration. Donc on est un peu comme dans le monde de l'énergie, avec des gens qui collectent, des gens qui transportent, des gens qui traitent. Alors, vous m'avez dit, en fait, lorsqu'on s'est entretenu pour préparer cet entretien, une phrase qui résume assez bien votre approche. Vous m'avez dit: une construction dure quelques années, mais l'exploitation dure parfois plusieurs décennies, voire, vous m'avez cité 200, 240 ans pour certains ouvrages. Est-ce que le véritable défi n'est pas finalement de faire vivre la donnée bien après la fin du chantier? C'est exactement ça. En fait, au départ, et quand on a répondu à ce contrat pour le département, on s'est dit on va utiliser une approche BIM. On ne se revendiquait pas purement BIM, parce que le BIM, c'est beaucoup de choses, et nous, on commençait. Mais dans cette approche BIM, j'ai coutume de dire, effectivement, si je construis une usine, 2 ans, 2 ans et demi, c'est à peu près le temps de construction de l'usine, de sortie de l'usine et puis de construction. Par contre, l'exploitation, pour nous, c'est facilement 10, 20, 15, 30 ans, et l'ouvrage lui-même peut rester effectivement 100, 150 ans. Et notre question au départ, c'était de dire, à partir de ces modèles BIM, comment est-ce que je le récupère et que je continue de l'utiliser pendant toutes ces durées d'exploitation. Donc de transférer, en quelque sorte, de transformer le BIM construction en un BIM d'exploitation,
C'est ça. Exactement. Et le rendre utilisable, lui donner de la valeur pour nos opérateurs, mais également pour notre client final. C'est une plateforme qui est ouverte à notre client final et qui lui permet de consulter ce que nous, on fait sur son patrimoine qui nous délègue. Alors quand je vous écoute tous les deux avec vos deux exemples, j'ai l'impression que le sujet principal n'est pas forcément la modélisation, mais bien la transmission de la connaissance dans le temps, et la connaissance en fait qui soit partageable et intégrable par tous, en quelque sorte. C'est l'espéranto idéal et idéalisé, c'est bien ça en fait? Oui, bah, l'idée, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'intégration du jumeau numérique à notre système d'information, qui est connecté à notre système d'information, qui est connecté à notre outil de gestion de projet, qui permet justement de savoir qu'est-ce qui se passe sur notre site, qui est connecté à l'IoT, notamment sur la consommation énergétique. C'est ça qui va faire perdurer la notion de data, j'ai envie de dire, dans le temps. Sans cela, effectivement, le jumeau numérique n'a pas de sens et ne peut pas perdurer dans le temps. C'est vraiment ça l'enjeu pour nous. Effectivement, nous, ce qui nous occupe depuis le début, c'est de dire, OK, je récupère ce modèle, je le rends utilisable en exploitation, et pour nous, ça veut dire le connecter aux autres systèmes d'information qui remontent de la donnée en continu. Et aussi, je le traite sur comment est-ce que je le fais évoluer dans le temps. Mais peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard. Alors justement, oui, effectivement. Et va tout d'abord en fait prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, parce que parfois on entend parler du jumeau numérique comme une représentation totale du réel, mais est-ce que c'est vraiment souhaitable? Marc Barthélémy, vous, en tant que chercheur, vous faites une distinction très importante et très intéressante entre système compliqué et système complexe. Déjà, en fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence, alors, si possible, de manière assez succincte, rapide, entre système complexe et système compliqué et complexe? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis venu au jumeau numérique. Enfin, on m'a expliqué ce que c'était à partir des gens par les gens qui font des jumeaux numériques des villes. Et ça, c'est un peu le prototype d'un système complexe. Alors, il n'y a pas de définition stricte d'un système complexe, mais une propriété extrêmement importante d'un système complexe, c'est l'émergence de comportements collectifs à grande échelle, difficiles à prévoir à partir des constituants élémentaires du système. Donc c'est des choses qui apparaissent, qui ne sont pas évidentes à prévoir. Un exemple simple, c'est la formation d'embouteillage sur une route. En physique, c'est bien connu, puisqu'à partir des molécules d'eau, on voit que sous une certaine température, toutes les molécules, les milliards et milliards de molécules s'alignent pour faire un cristal de glace. Et ça, c'est un truc pas du tout évident. C'est connaissant le constituant élémentaire, on voit à grande échelle apparaître quelque chose qui n'était pas facile à prévoir. Ça, c'est un système plutôt complexe, contrairement à un système un peu compliqué qu'on pourrait voir, par exemple, comme un ensemble de, je sais pas, un exemple simple, c'est plein d'engrenages, une montre ou quelque chose comme ça, qui est un système compliqué, il y a pas mal de constituants, etc., mais les interactions sont bien précises et il n'y a pas de comportement surprenant collectif de la montre. Elle fait ce qu'on lui demande de faire, ce qui n'est pas le cas d'un système complexe, un écosystème, une ville. Voilà. Et pourquoi cette distinction entre système compliqué et complexe est importante quand on parle de jumeaux numériques? Alors voilà, il y a un enjeu, surtout dans l'étude des villes, un enjeu actuel qui est de comprendre les villes sous plusieurs aspects. Et une des voies qui a été choisie par pas mal de gens et pas mal de chercheurs, c'est de faire un jumeau numérique, c'est-à-dire une copie numérique de la ville, en intégrant le plus possible d'éléments. Alors ça va au-delà de la carte tridimensionnelle, puisque l'objectif de ces jumeaux numériques, c'est de pouvoir ensuite prévoir ce qui va se passer quand on rajoute une station de métro, quand un accident arrive, etc. Donc c'est le jumeau numérique comme support pour une espèce de simulation qui va permettre de prévoir des choses qui peuvent arriver dans cette ville. Et c'est là où ça pose un problème, puisque là on parle, un truc que connaissent bien les physiciens, de modélisation d'un système complexe. Et le truc crucial, c'est que dans un système complexe, si on loupe quelques interactions, si on loupe quelques éléments, on a tout faux. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la croyance généralement fausse que plus on fait un modèle réaliste avec plein de détails, meilleur il va être en termes de prévision. Et ça, c'est strictement faux. Et surtout faux pour les systèmes complexes. Alors, je parle pas, on a entendu parler d'infrastructure, je ne suis pas complètement sûr qu'on puisse ranger dans les systèmes complexes, donc là, je veux bien croire que
une carte 3D mise à jour en temps réel d'une infrastructure puisse effectivement être très utile, etc. En revanche, comme outil de prévision sur un système complexe, je pense que l'avertissement est très clair. On n'a aucune certitude quant à la fiabilité de ces modèles. Grosso modo, votre idée, c'est pas forcément parce qu'on met davantage de données qu'on comprend mieux les choses et qu'on comprend mieux le modèle. En général, c'est faux même. Et quand on pense à toute l'évolution, les 200 ans de modélisation de physique, finalement, on s'aperçoit qu'on a un espèce d'optimum. C'est-à-dire que si on ne met pas assez d'ingrédients, votre modèle prédit n'importe quoi, c'est trop simple. Mais si on met trop d'ingrédients, trop de détails dans votre simulation numérique, on est faux aussi. Et il y a vraiment, et ça on le voit, cette espèce d'optimum, on le voit dans des modèles, ce qu'on appelle des modèles jouets. Donc ça existe réellement. Et donc avant de faire, j'étais en Chine il y a quelques mois, et un des objectifs c'était de faire la Chine digitale. Donc là on parle même plus de la ville, jumeau numérique de ville, c'est jumeau numérique de la Chine entière. Mais on peut se demander vraiment ce niveau de réalisme, à quoi ça va servir au-delà d'une carte 3D. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qu'on pourra utiliser à des fins de sécurité, de résilience, etc. Et la théorie, pour l'instant, nous dit que le nombre de détails, le réalisme, ne va pas dans le même sens que la fiabilité de ces modèles. Dominique Chevillard, lors de la préparation que nous avons fait ensemble, vous m'avez pratiquement tenu le même discours. Vous n'avez pas parlé de la Chine, mais vous m'avez dit on ne va pas reconstruire le jumeau numérique de la Terre, ça ne servira à rien. Avant tout, est-ce que vous pouvez faire le distinguo? On parle de jumeaux numériques là, mais il y a différents types de jumeaux numériques d'ouvrage et territorial. Pardon, excusez-moi, entre Bertrand et Marc, effectivement, il y a eu une distinction importante qui a été faite entre le jumeau numérique d'un ouvrage, que ce soit une infrastructure, un bâtiment, comme effectivement vous l'avez chez TDF, et un jumeau numérique de territoire, qui est évidemment quelque chose de plus complexe, puisque c'est un ensemble d'interfaces. Donc pour la FNTP, pour les travaux publics, tout ouvrage est en contact avec de la terre, avec de l'air, avec d'autres infrastructures, avec tout cela. Donc effectivement, je pense qu'il faut réussir à repartir du besoin. Quelle est l'utilité réelle de la chose? Vous en parliez il y a un instant, Marc, c'est d'abord optimiser, c'est prévoir, c'est simuler, c'est quelques outils comme ça. Si on fait une tour de Babel, ça va devenir juste ingérable, donc on aura des résultats peut-être, c'est même pas sûr, mais est-ce qu'ils veulent dire quelque chose? On peut demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Effectivement, c'est un peu toujours la même chose. Une simulation, elle est juste dans un champ déterminé qu'il faut savoir respecter et en tout cas pas faire quelque chose qui soit beaucoup trop lourd. Sinon, on avait fait une étude en 2022 pour Infrabim Open, qui est un congrès que nous organisons, Building Smart France, une année sur deux en France, qui était il y a 15 jours à l'ESTP, à Cachan. Et une étude qui montrait qu'un jumeau numérique était très intéressant si on optimisait les données. Certains demandaient un point de mesure de la flexion d'une poutre toutes les secondes. Une fois par semaine, c'est largement suffisant. La différence, c'est beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de CO2. Donc en plus, ça fait une gabegie qui n'a pas de sens. Donc un modèle peut être utile, n'est pas forcément un modèle qui est exhaustif. C'est exactement cela. Du coup, je vais vous poser une question commune. Le principal risque aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement de construire des jumeaux numériques tellement ambitieux qu'ils deviennent complètement inutilisables? Marc? Oui, je pense que c'est un vrai risque. Moi, du point de vue du chercheur, la Commission européenne qui distribue des grants, de l'argent pour faire bosser les chercheurs, jumeaux numériques est devenu un buzzword nécessaire dans tout projet de recherche. Et le risque, c'est effectivement, alors plusieurs villes l'ont fait, Singapour est un peu en avance, etc. Et c'est de faire croire aux décideurs qu'on a un outil un peu magique qui est extrêmement compliqué, qui aura des données en temps réel, dans lesquelles on mélange un peu d'IA, etc. Et qui met sous le tapis la question de la validation. Donc vraiment, la question de la validation d'un jumeau numérique est un problème crucial, ce n'est pas un problème facile. Et je pense que là, on se heurte effectivement. Fabriquer un jumeau numérique, ça peut être compliqué. Faire une simulation, un code, tout le monde peut le faire maintenant. Une fois que vous avez votre outil, dans quelle mesure je peux y croire? Je peux lui faire confiance. Et surtout, je peux y croire quand je lui demande, par exemple, non pas business as usual, mais tiens, on va faire un truc un peu différent. Qu'est-ce qui va se passer? Sur ce type de questions-là, je pense qu'il y a un problème énorme de validation auquel il faut réfléchir très très sérieusement.
On va revenir un tout petit peu plus tard sur la validation. Déjà, Dominique, effectivement, en fait, un jumeau numérique utile, c'est un jumeau numérique qui répond aussi à des besoins exprimés par les métiers. C'est essentiel. Alors pour nous, un jumeau numérique, c'est une modélisation d'un ouvrage. Quand je parle d'un ouvrage, dans son environnement, je disais tout à l'heure, il est sur du sol. Un pont est en connexion avec une route, avec une voie ferrée qui passe dessous. Tout ça, ça s'interconnecte. Donc ça fait pas mal d'interfaces dans tous les sens pour lui permettre de s'adapter, notamment aux conditions du changement climatique, les changements d'usage et beaucoup de choses comme cela. Donc il faut vraiment réfléchir à l'utilisation que l'on va en avoir. Sinon, on va voir, mais je le disais tout à l'heure, une simulation, c'est toujours dans un champ précis, défini. Sinon, ça s'appelle une extrapolation. Et là, ça peut aller un peu n'importe où. Je vous rejoins là-dessus. Alors, depuis le début de cette discussion, on l'a vu, on parle beaucoup de données, pas forcément que de jumeaux numériques, mais de données, en fait, de cette essence. Mais le problème est-il vraiment, en fait, d'en manquer? Je me tourne vers vous, Guillaume Vray. Déjà, merci de votre patience avant de prendre pour la première fois la parole. Guillaume, vous m'avez expliqué que beaucoup d'industriels possédaient déjà énormément de données, mais qu'ils peinent à en tirer la valeur, la vraie valeur. Pourquoi? Oui, déjà, bonjour à tous. Donc moi, je représente Numéum aujourd'hui, qui est donc l'unification des différents éditeurs de logiciels pour, le déploiement du numérique. Et surtout, notre mission, c'est d'accompagner les utilisateurs pour acquérir de la donnée. Également, je m'occupe d'Aveva, donc éditeur de logiciels en France, et donc je vais plutôt apporter une vision industrielle sur l'échange du jumeau numérique avec mes collègues. Vous parliez tout à l'heure des défis. Oui, clairement, il y a de gros défis, notamment sur la partie données. Dans l'industrie, on génère énormément de données, et du coup, il y a 4 défis majeurs qui me viennent un peu à l'esprit. Le premier, c'est d'abord que du coup, les données, on en a de plus en plus. Faut savoir qu'on a à peu près 26% de données collectées tous les ans qui viennent se rajouter au paquet de données qu'on a déjà aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait ces 26% de données qui arrivent tous les ans, quand on regarde ce que les industriels font de leurs données, il y en a quasiment 70% qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Donc on a collecté de l'information, un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais cette information, on n'a pas su la valoriser encore. Donc on est vraiment sur une mine d'informations qu'il faut qu'on traite. Sur la partie transfo digital, je dirais jumeau numérique, il y a quand même à peu près 40% des sociétés qui disent c'est stratégique pour moi, j'en ai besoin, je vais y aller, je le déploie. Donc ça, c'est clairement des décisions d'entreprise. Et puis le dernier point qui, je pense, est important de signer dans le jumeau numérique, on n'en a pas encore parlé, mais c'est l'arrivée de l'IA. L'arrivée de l'IA va du coup permettre de faire des simulations, d'apprendre l'historique de la data. Et là, il y a le côté gouvernance de la donnée. Parce qu'une IA, sans lui apprendre et lui donner des données de qualité, un peu ce qu'on disait tout à l'heure à différents commentaires, ouais, c'est primordial. Donc ouais, pour moi, c'est la gouvernance de la donnée qui va être importante à la fin. Vous insistez sur un autre point aussi, c'est sur la notion de temps réel. À partir de quel moment, de quand exactement, un jumeau numérique devient-il un jumeau numérique et commence à réellement vivre? Alors, merci pour la question. La partie jumeau numérique, on voit bien qu'on a tous des usages qui peuvent être un petit peu différents. Donc ça dépend vraiment à la fin de ce qu'on veut en faire. Dans la vision d'un industriel, en fait, quand il a besoin d'avoir une usine, comme on disait, une usine, ça va prendre 2 ans à sortir de terre. Mais après, il y a environ 40 à 50 ans d'exploitation, voire plus. Ce qui fait qu'on a vraiment besoin d'avoir une usine qui vit. Et une usine qui vit, c'est du temps réel. Donc tout à l'heure, on parlait de mesurer la poutre toutes les semaines. Nous, on est plutôt en train de mesurer de la data toutes les secondes. Parce qu'on est dans des process complexes, que ce soit dans la chimie, dans la pharma, des choses comme ça. On a besoin de savoir exactement ce qui se passe. Donc la donnée, temps réel, elle est critique, elle est clé parce qu'elle nous permet de mesurer toute dérive et de savoir comment est-ce qu'on peut corriger. Donc le jumeau numérique sur le temps réel, je pense que c'est là qu'on peut commencer à parler d'un jumeau numérique intelligent. Voilà. Et qui sert à tout un tas d'usages, en fait, de la supervision, de la décision, maintenance prédictive, etc. Exactement. Plus le jumeau numérique va être de qualité avec du temps réel, va permettre d'ailleurs de voir des cas d'usage beaucoup plus précis. Marc, quand vous entendez ça, est-ce que vous pensez parfois que l'on cherche davantage de la donnée, alors qu'il faudrait peut-être davantage, en fait, chercher la compréhension de cette donnée? Voilà. Moi, je suis un peu old school, hein, donc j'aime bien les modèles simples et faire parler les données. Donc, alors, le machine learning est à l'opposé, en fait, complètement orthogonal à ça, puisque on nourrit finalement avec des données un système qui va apprendre et qui va pouvoir ensuite appliquer ce qu'il a appris sur d'autres données. Bon, sur des cas tests, etc. Donc, c'est pas comme ça qu'on a procédé jusqu'ici en physique. On a essayé de comprendre des choses. Donc, c'est vrai que moi, je suis de ce côté-là. Donc, on n'a pas forcément besoin de
beaucoup de données, mais des bonnes données, puis certaines données un peu spécifiques, c'est vrai. Donc c'est une approche différente. Je pense que le futur, je vois en recherche, on aura besoin des deux. Après, pour les applications pratiques, c'est vrai que si on se contente d'avoir un truc qui marche sans le comprendre, moi je veux bien l'entendre, ça peut marcher. Mais encore faut-il arriver à cadrer ce qui contrôle une IA et le machine learning. On sait très bien que la qualité des données, les biais cachés dans les sélections de données, etc., tout ça, ça existe. Il y a beaucoup de problèmes aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier ces deux approches un peu orthogonales. Moins de données, des modèles parcimonieux, comme on les appelle en économie par exemple, des modèles avec peu de paramètres qui nous permettent de comprendre les forces en jeu et de discuter un peu ce qui se passe, un peu le sens physique habituel, et confronter ça à une boîte noire, par exemple, qui nous sort un résultat, quoi. Donc c'est bien d'arriver à avoir ces deux aspects. Guillaume, vous répondez quoi à ça? Je trouve que ce qui est intéressant, c'est le côté boîte noire. Donc, globalement, je ne pense pas qu'on ait ce côté boîte noire, puisqu'en fait, et c'est intéressant de partager là-dessus avec Marc, la donnée, en fait, elle est remontée du terrain. Donc, c'est la donnée réelle. D'accord. Donc en fait, effectivement, il faut que ce jumeau numérique soit basé sur de la donnée de qualité qui fait qu'on est sûr de ne pas se tromper. Si on a des jumeaux numériques qui est braque-ballant, ça ne marchera pas, il n'y a pas la confiance. Donc ça, c'est la première chose. Autre partie dans le commentaire, je pense qu'on a des assets qui vivent des cycles de vie très très longs. D'accord. Et le jumeau numérique qui va vivre sur les phases, moi j'aime bien dire design, on va le concevoir, c'est une partie du jumeau numérique avec un tel que construit, le TQC. Après, on va le construire, donc le fameux build. On va l'opérer et on va l'optimiser. Ce jumeau numérique, il va vivre sur tous les cycles de vie du projet. Et c'est qu'en fur et à mesure, il va gagner en maturité. Bertrand, dans votre expérience, où se crée réellement la valeur? Est-ce que c'est dans les données elles-mêmes ou les liens qu'elles créent entre elles? Alors ça me fait pas mal réagir tout ce que vous dites, parce qu'effectivement, nous on est parti d'abord par un côté très patrimonial du jumeau numérique. Je vous l'ai décrit un petit peu. Et c'est vrai que ce qui nous a occupé, c'est faire le lien entre des descriptions de patrimoine. On a en général du réseau dans du SIG, des usines dans des GMAO. Comment est-ce que je connecte tout ça? Comment est-ce que tout ça, ça vient dans le territoire? Donc on a mis tout ça sur une seule plateforme et on a fait le lien avec les outils opérationnels. La GMAO, elle a des interventions. Sur le réseau, on a plein d'outils de gestion d'intervention différents en fonction des sujets. Et on s'est d'abord occupé à faire le lien entre les différentes données. Après, j'ai réagi vite fait sur ce qu'on a échangé. Valider un jumeau numérique pour nous. Donc, on a aussi toute une gamme de jumeaux numériques qui sont nés par des optimisations. C'est-à-dire que c'est plutôt des verticaux métiers. Et c'est dire, par exemple, dans une station d'épuration, j'ai un poste énergétique qui coûte cher, c'est l'aération. On a des outils qui optimisent l'aération. Et c'est intéressant parce que ça rejoue ce que vous dites. On part de données du terrain. On fait des approches qui sont et physiques et IA. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'une approche IA toute seule. On fait du mixte déjà. Et on en a besoin pour que ça marche bien. Et on le contrôle en disant si j'ai vraiment économisé de l'énergie ou pas, quoi. Et la valeur, elle est là. Et donc ce lien entre ce patrimoine et ces autres données, c'est fondamental. Alors, on n'a pas eu pour l'instant encore trop le mot en fait qui est clé. On a parlé de données, mais on n'a pas parlé encore d'interopérabilité entre les données, entre les systèmes. Exactement, c'est l'interopérabilité technique, il y a l'interopérabilité humaine également. Dominique, vous nous avez rappelé que le terme même de jumeau numérique n'est pas encore normalisé en tant que tel. Alors, quand on parle de la construction, il y a effectivement un groupe de travail qui travaille depuis 2 ans et demi. Il s'appelle le WG9 au sein du TC 442. C'est la normalisation du BIM et pour la construction. Pour savoir ce que sont ces deux mots jumeaux numériques. Et c'est pas facile. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Est-ce que c'est juste une modélisation? À mon sens, elle est dynamique. C'est le point qui est très très important par rapport à une maquette. Et être capable d'être en interaction avec beaucoup d'autres. Mais tout ça, c'est pas clairement défini et les visions sont pas les mêmes suivant les uns et suivant les autres. Et en soi-même, c'est assez gênant. Si on veut mettre un concept en place et qu'on n'est pas d'accord sur ce qu'est ce concept, c'est quand même une question qui est assez difficile. Mais j'ai entendu tout à l'heure, effectivement, vous parliez des enjeux de conception, construction, exploitation. L'enjeu de la continuité numérique, pour aller plus loin que ça, elle est très importante. Donc je rajoute par rapport à ça le dynamique et la continuité dans toutes les phases. Parce que si on n'a pas cela, on peut avoir à peu près n'importe quoi. Je me souviens d'un ami qui m'a fait visiter son site.
Ça va rebondir par rapport à TDF d'ailleurs. Il me disait, au moment où il a pris le bâtiment, il a passé 1 mois à replacer toutes les vannes, toutes les pompes, tout ça partout. En revanche, les ouvriers n'étaient pas contents parce qu'au lieu de faire 15 km par jour, ils n'en faisaient plus que 7. Mais au moins, ils savaient où étaient les choses. Donc la continuité, c'est avoir la bonne information qui est renseignée et qui vit. Pour en revenir quand même sur cette histoire de langage, en fait, est-ce que ce n'est pas justement le rôle de Building Smart de construire ce langage commun, de faciliter cette interopérabilité? Alors, le Building Smart France travaille beaucoup notamment, et Building Smart International de manière plus globale avec l'ISO, sur cette interopérabilité, sur le concept d'ouvert aussi, parce qu'il y a beaucoup de concepts qui sont derrière, sur la souveraineté, sur la sécurité, sur un certain nombre de points comme cela, et donc c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup au service de tous nos adhérents, mais beaucoup plus large. Alors, il y a une toute petite différence qui existe entre le monde de la construction, le secteur de la construction et le secteur industriel. Et puis, on va voir en fait par la suite cette convergence qui existe entre les deux. Guillaume, vous m'avez donné un exemple d'un groupe industriel mondial qu'on ne pourra pas citer, mais où un équipement doit porter exactement le même nom dans toutes les usines, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres secteurs. Mais pourquoi c'est important en fait pour lui? Alors, le côté là, l'exemple en question, en fait, on parle d'une entreprise qui a environ 70 usines réparties dans le monde, Asie, US, Amérique et Europe. Et effectivement, on a réussi à les accompagner, à mettre une gouvernance de données. Je reviens sur cette histoire de gouvernance de données. Ça veut dire qu'en fait, un équipement, peu importe où il est dans le monde, il s'appelle toujours de la même manière, il va remonter les mêmes types d'informations. Ça veut dire qu'on a réussi à déployer à l'échelle mondiale le jumeau numérique d'une usine, même si elle ne produit pas la même chose, mais au moins elle est structurée de la même manière. Et ça permet de multiplier les cas d'usage, de multiplier les bénéfices et les partages entre les différents sites. Et ça, c'est la structuration. Donc on va parler de traçabilité, on va parler de logique, et on va parler de contrôle et de cette gouvernance de données. Donc en fait, on va se structurer, exactement. Dominique, en fait, finalement, vous parlez de la même chose, c'est de créer un langage commun entre les systèmes, les métiers, les organisations. Je reprends là un exemple. Alors j'étais tout petit, d'une capsule spatiale qui était partie où il y avait une erreur entre les inches et les centimètres. Déjà, quand on n'est pas d'accord sur ce type de choses, mais ça va beaucoup plus loin, effectivement, ces usines, je ne sais pas de qui il s'agit, mais effectivement, tous le même nom, avec le même type d'instrument, qui prend la même mesure de la même manière, ça permet quand même de réduire considérablement. Et ce vocabulaire commun est extrêmement important. Donc effectivement, il y a le Data Dictionary qu'on développe chez Building Smart, effectivement, qui est important pour cela, pour avoir une forme de vocabulaire commun qui ne doit pas être trop contraignant pour laisser la place à l'initiative, mais qui doit permettre de se comprendre. Bertrand, chez Suez, vous faites dialoguer BIM, SIG, GED, GMAO, système métier, etc. Qu'est-ce qui est le plus compliqué aujourd'hui? De connecter tous ces systèmes entre eux ou de mettre les organisations d'accord? Alors, je dirais que c'est plutôt de mettre les organisations d'accord. Nous, on est dans un métier de service, c'est-à-dire qu'on prend en charge des assets qui ne nous appartiennent pas pendant une durée qui est définie, et donc on prend ce qu'il y a. Moi, je ne peux pas décider de renommer tout ce que mon client a déjà nommé d'une certaine manière. Et donc, l'aspect organisationnel, il est fondamental. Et nous, on s'attache à faire des liens, c'est-à-dire à créer des liens automatiques en permanence et à les recréer toutes les semaines. Parce que les choses, elles bougent en permanence pour pouvoir garantir cette capacité à communiquer et à avoir un lien. Donc je dirais que la technologie pour faire le lien, ce n'est pas ce qui nous pose le plus de difficultés. On utilise des standards qui sont des standards informatiques basiques. Par contre, l'organisation, la gestion de la donnée, ça c'est quelque chose qui est complexe. Et Dominique, c'est là aussi où vous voulez signaler la différence entre les différents jumeaux numériques, entre le jumeau numérique d'infrastructure, d'objets et du territoire. Alors, Suez, effectivement, on connaît bien Suez, d'abord à titre personnel parce que j'y ai travaillé, mais également parce que Suez est un adhérent de la FNTP, effectivement. Et nous travaillons beaucoup dans ce cadre-là, et beaucoup Building Smart France, sur ce jumeau numérique des territoires qui permet à la fois de simuler, ce ne sont que des simulations, je vous l'accorde, les incidents climatiques, concevoir les infrastructures qui vont pouvoir protéger d'autres ouvrages. Il y a des enjeux de changement d'usage, il y a des enjeux d'optimiser la maintenance et de mesure de la tête grise dans un contexte où en France, il faut bien optimiser tout cela. Mais tout cela, il faut bien le garder en tête. Il y a un certain nombre de points qui sont très importants, qui sont protégés, le savoir-faire des uns et des autres. Ce que fait Suez, il ne veut pas que ce soit
mis n'importe où sur la place, où cet industriel, sa compétence, elle doit rester. Donc, on n'est pas là pour mettre toutes les informations au service de tout le monde. On met les informations qui sont utiles aux autres et qui ne dégradent pas la chose. Je vais plus loin, il y a des enjeux de souveraineté, de sécurité nationale, et j'en oublie une, effectivement, il faut traiter les données et la capacité à traiter tout cela. Alors, si vous me permettez, on va arriver maintenant au cœur de notre sujet, de la convergence entre industrie et construction. Est-ce qu'elle est déjà là? On parle depuis le début de cette table ronde des mêmes problématiques au final. Maintenance, exploitation, données, interopérabilité, cycle de vie, continuité numérique. Guillaume, où est-ce qu'on est réellement en fait, de cette convergence? Pendant longtemps, en fait, l'industrie a été considérée comme plus mature sur les jumeaux numériques. Est-ce que c'est vrai? Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler dans l'industrie, d'aller un peu dans le monde de la construction et de revenir dans l'industrie. Donc, j'ai pu avoir en fait deux différences sur les industries. Globalement, je pense que sur la partie industrielle, il y a la grande différence, c'est la quantité de données. On a, je pense, plus de données dans le monde industriel, dans l'exploitation, que dans le monde de la construction. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments. Dans une usine, il y a énormément d'éléments et il y a énormément de corps de métier. Même si on a de plus en plus le bâtiment et la construction qui devient, je dirais, la domotique et tout ce qui vient se déplacer ce qui vient s'ajouter pour la partie décarbonation, on a quand même beaucoup plus d'éléments dans l'industrie. Donc ça, on le gère depuis déjà beaucoup d'années. On a aussi une différence, c'est que dans l'industrie, on a à la fois des usines qu'on sort de terre, ce qu'on appelle les greenfield. Là, c'est facile, on récupère, enfin c'est facile. Il y a toujours du travail de collecte de la donnée par rapport à ce qu'on a construit, et après, on va commencer l'exploitation. La majeure partie des cas de nos clients, c'est plutôt des clients qui ont déjà des usines qui existent, et qui disent, voilà, comment je vais mieux l'opérer, parce qu'il me reste encore 30, 20 ans ou 40 ans de vie, et je veux même pousser la vie de mon cycle industriel, de mon asset industriel. C'est là que du coup, il y a une vraie prise en charge de quel est l'existant. Alors là, on peut parler un peu de détails, on peut parler de plans. On a des vieux plans PDF qu'il va falloir qu'on rende intelligents. On va avoir des scans laser. Le scan laser pour acquérir et commencer à faire une maquette pour avoir déjà l'espace 3D, c'est la base. Mais maintenant, on est capable de prendre des scans laser qu'on va rendre intelligents, pouvoir corréler des scans laser avec des schémas PID ou avec des schémas de maintenance. Et là, ça commence à être intéressant. Et là, on est en train de commencer à créer de la richesse. Et effectivement, à partir du moment où on part de l'existant, en fait, on ne peut pas trop se tromper parce que c'est vraiment tel comme ça qu'il est construit l'asset. Et là, le numérique va permettre après de venir aider plein de cas d'usage. Je pense à la maintenance, je vais penser derrière avec un peu de temps réel à la prédiction, voire des dérives, des problématiques. Et là-dessus, en fait, à partir du moment où c'est la data qui remonte du terrain, on ne peut pas se tromper. Par contre, il faut qu'elle soit bien collectée au départ. Et si l'industrie conserve un petit peu d'avance, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter au secteur de la construction? Même les échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui sur le stand, on a des cas où on retrouve des confrères qui ont énormément de données et après qui viennent nous voir en disant mais voilà, j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là qu'on peut apporter des solutions parce qu'on a déjà des cas d'usage, la technologie elle est prête, elle est disponible, elle fonctionne. Et donc là, ravi de partager quelques références sur ces sujets-là. Dominique, est-ce que vous pensez que le secteur de la construction a rattrapé ce retard ou est-ce que les deux mondes regardent toujours les mêmes objets avec deux approches différentes? Alors, il y a une question. Je pense qu'effectivement, le monde de la construction n'est pas aussi en avance et qu'on a des choses à apprendre. Mais il y a une différence quand même. En France, il y a 1,1 million de kilomètres de routes. On ne peut pas tous surveiller partout. Il y a entre 200 et 250 000 ponts. Rien que pas savoir si c'est 200 ou 250 me fait peur, personnellement. Mais effectivement, donc il y a des quantités qui sont faramineuses. Est-ce qu'il est utile d'équiper tout cela pour avoir plein de données? Qu'en ferons-nous derrière? Donc là, je reviens sur le concept de frugalité. Et je pense qu'on a peut-être moyen justement de bien utiliser les données que l'on pourra générer pour qu'elles servent réellement quelque chose. Ça fait partie de toutes les réflexions qu'on peut avoir, notamment avec Building Smart, c'est clair. Mouad, il y a un point qui m'a frappé lors de nos échanges, c'est que vous m'avez expliqué qu'aucun des 8800 sites exactement que vous avez en gestion ne se ressemblait réellement. Guillaume a dit exactement la même chose de son côté pour les usines. Alors, comment est-ce qu'on construit un jumeau numérique lorsque chaque actif est vraiment unique? C'est là l'une des grandes spécificités en fait de TDF et de ces TowerCo, puisque effectivement on a à peu près 9000 sites, ils sont tous différents. Et ça a beaucoup de valeur chez nous, et c'est aussi ça qui nous a permis de nous lancer dans le Digital Twin.
En plus que ces sites soient tous différents, ils sont, en fonction du positionnement des techniciens, ils sont distancés. Vous allez avoir un technicien qui a un site à 50 km, puis parfois un site à 350, voire 400 km pour aller faire une maintenance ou une conception. Et c'est vrai que c'est plus agréable de voir des sites comme la Tour Eiffel pour nous, l'Aiguille du Midi, Lyon-Fourvière, Bordeaux-Bouliac, que des sites à la Pampa. Et donc, quand le technicien voit ça et qu'il se dit je préfère consulter ma maquette numérique, faire mes simulations, voir la charge en ajoutant des équipements de type télécom, c'est-à-dire une antenne, un FH, etc., voir comment le pylône se comporte, parce qu'on a ce type de simulation directement, et valider cette conception directement sur la plateforme de visite virtuelle, effectivement, on gagne. On gagne en temps, on gagne en kilomètres, et surtout, on gagne en sécurité. Puisque aussi l'une des autres spécificités, c'est que nos techniciens, ils montent au pylône. Et pour monter au pylône, c'est des risques de sécurité, des risques sur la personne. Et ça, on l'endigue avec notre plateforme de visite virtuelle. Donc on a 8000 sites différents. Ce qu'on va standardiser ici, pour répondre à la question de manière plus précise, ce sont les méthodes, ce sont la manière dont on va capter, c'est la manière dont on va processer, et c'est la manière dont on va réaliser le BIM. Parce que même s'ils sont différents, les équipements qui sont dessus sont globalement standards. Une antenne 5G, c'est une antenne 5G, que ce soit le pylône de X sur le site X ou le site Y. Donc ça, effectivement, c'est spécifique. En revanche, les équipements que compose cette infrastructure, on sait le normaliser, on sait le standardiser et on sait industrialiser ces captations, processing et production de maquettes. Et je dirais juste un mot parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui nous relient là-dessus, sur la standardisation. J'entends parler de normes, etc. Parce qu'on travaille actuellement, d'ailleurs, avec l'organisation qui regroupe les TowerCo sur une normalisation, une standardisation du jumeau numérique. Donc, je pense que ça peut être intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Surtout que les clients sont très demandeurs de cela pour ne pas avoir 150 types de jumeaux numériques. Et sur les convergences, très rapidement, je me permets, Xavier, avec le temps, puisque je vais devoir vous quitter. Sur cette convergence-là, effectivement, nous, à 5 ans, ce qu'on se dit, c'est que le jumeau numérique, effectivement, va continuer à se développer, en tout cas pour les TowerCo, parce que c'est une demande marché qui est très forte, quand bien même on s'est lancé tout seul en disant allons-y, on lance un jumeau numérique. Les clients le demandent. Il y a un besoin client, la VOC, la voix du client, le réclame. On associe ça à ce qu'on a déjà démarré pour répondre aussi un peu à Marc, à cette connectivité avec notre système, l'interopérabilité avec nos systèmes d'information pour garder cette fraîcheur de données, aux IoT qu'on a déployés sur nos sites, sur la partie notamment énergétique, qui nous permet de réaliser ces simulations-là, et puis les simulations qu'on fait sur notre charge pylône. Donc le jumeau numérique associé à de l'IA, mais l'IA sans data ne vaut rien, et l'IoT, pour nous, c'est ça qui va créer ce côté un peu standard dans le marché entre les TowerCo et demain le standard d'échange de données qu'on va avoir entre les TowerCo et les clients. Voilà un peu ce que moi je pouvais dire sur la partie TDF aujourd'hui. Guillaume, est-ce que on parle, moi à parler de standards, est-ce que les standards, la structuration de la donnée prennent toute leur importance à l'heure actuelle ? Je pense que c'est un élément clé. C'est clairement l'enjeu sur la partie data gouvernance. Et il n'y a pas, à mon sens, de bons jumeaux numériques sans de la donnée de qualité. C'est une évidence. Ouais. Alors, on arrive bientôt au terme de ces échanges et je suis désolé pour avoir glissé. Merci, Mouad, à bientôt. Marc, vous avez un regard de chercheur, de poil à gratter, vous nous disiez au départ. Vous écoutez tous ces retours d'expérience. Est-ce que vous voyez émerger malgré tout en fait, des principes communs dans les échanges qui pourraient constituer justement le socle de cette convergence entre construction et industrie ? Alors, moi, ce qui m'apparaît assez clairement, c'est que, comme ça a été signalé, on n'a pas tous la même définition du jumeau numérique. Donc, il faudrait déjà se mettre un peu d'accord sur ce que c'est. Bon. Une fois qu'on a dit ça, le deuxième point qui n'est pas clair non plus, c'est un jumeau numérique, mais pourquoi faire de la surveillance, de l'entretien d'infrastructures ou alors de la prévision, etc. Donc une fois qu'on a défini le point 1 et le point 2, là on peut commencer à discuter. Moi je le vois comme une source, je ne suis pas le premier à le faire, on avait un grand physicien, Pierre-Gilles Degène, un grand prix Nobel,
qui lui s'inspirait des problèmes issus de l'industrie pour faire de la recherche fondamentale. Je pense que là, on est vraiment dans un cas d'école, c'est-à-dire on a des données, on a des systèmes, on veut maintenir, prévoir ce qui se passe dans le futur. Ce qui au CEA se fait depuis très longtemps, hein, depuis que Chirac a arrêté les essais nucléaires. Au CEA, les gens essayent de prévoir le comportement, le vieillissement, par exemple des engins nucléaires, ce genre de choses. Donc, disons, la recherche fondamentale a un regard sur les modèles, ce qu'il faut mettre dans un modèle, quel type de données sont utiles. Parce que moi, je suis persuadé même que toutes les données ne sont pas utiles et la quantité ne fait pas la qualité. Voilà, donc il y a quand même un petit peu de normalisation à faire, bien s'entendre sur les termes et sur les objectifs, mais c'est un sujet passionnant et qui donne beaucoup qui cause beaucoup de problèmes du point de vue fondamental. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce qu'on sait le faire, c'est-à-dire qu'on sait écrire un code qui va prendre de la donnée et en sortir quelque chose, que c'est valable et que le résultat fait sens. Donc là, il faut faire très attention, je crois. Encore une fois, la validation, comment valider un jumeau numérique, c'est un problème compliqué, je pense, et on n'est pas au bout encore. Ouais, et tant qu'il n'y a pas d'organisation qui existe par rapport à ça, c'est vrai que ça sera difficile à déterminer. Je vais conclure en fait cet échange en vous demandant juste une réponse assez courte et une phrase en fait sur cette notion de convergence. Dominique, on va commencer par vous. Quelle convergence, selon vous, sera devenue incontournable d'ici 5 ans ? Alors, je commencerai en réaction à ce que disait Marc. Effectivement, c'est pour paraphraser l'artiste, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas s'empêcher d'être intelligent. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on a tendance à oublier, que j'ai tendance à oublier, en se disant c'est possible de le faire, donc je vais le faire, sans prendre de recul par rapport à cela. Et c'est un point qui est extrêmement important. Et je vous remercie de cet apport par rapport à cela, parce que sinon... Alors pour avancer par rapport à cela, moi j'ai un certain nombre de facteurs qui sont précieux. On parlait d'interopérabilité, de langage commun, d'un travail collectif, outils ouverts, et surtout pour réagir par rapport à ce que dit Marc, pas de naïveté. Parce que sinon, on se laisse complètement embarquer par la technologie. Bertrand, en tant qu'utilisateur final en fait, de ces jumeaux numériques, pour nous, c'est assez clair. C'est-à-dire qu'on a une démarche qui est plutôt humble et on est parti d'une base très connaissance patrimoniale. Et par ailleurs, comme j'expliquais, on a des outils assez verticaux qui font plutôt l'approche temps réel, calcul, optimisation, simulation. Et pour moi, la convergence à 5 ans, c'est que ces deux outils ils soient intégrés. C'est-à-dire qu'on ait étendu notre connaissance patrimoniale par de la connaissance d'exploitation. Et on fait ça aussi sur de la maintenance prévisionnelle, par exemple, c'est évident. Guillaume ? Alors, horizon 5 ans, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a différents paramètres. Déjà, continuer la démarche dans laquelle on est. Je pense qu'il y aura une convergence IT-OT qui est évidente. Je pense qu'il n'y aura même plus de frontières. Ça sera directement tout intégré. Dans le jumeau numérique, avec la donnée de qualité et tout ce qu'on sait, je pense qu'il y aura de plus en plus d'IA. Et que du coup, il y aura aussi beaucoup de données temps réel, de manière basique et logique. Maintenant, c'est quelque chose qu'on disait, ça commence à être sympa. Aujourd'hui, ça va être quelque chose qui va être complètement déployé. Donc, on va gagner en niveau de maturité, on va gagner en nombre de cas d'usage. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que derrière le jumeau numérique, il y a de la techno, certes, mais il y a de l'humain. Et il y a les nouvelles générations qui arrivent. Et il va falloir qu'on commence à leur donner accès à la data, la tablette, peu importe où ils sont dans le site, sans se poser de questions, et d'avoir une donnée de qualité. Parce que si la donnée, elle n'est pas bonne, l'adoption, elle est ratée. Donc, gouvernance de la donnée. Marc ? Alors, devant les jumeaux numériques ou même l'IA, moi, généralement, mon problème, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'on abdique, ça a été un peu dit, on a un choix, là, soit on arrête d'essayer de comprendre et on accepte les résultats tels quels, ou soit on essaye de... Moi, j'ai vu des conférences où la première phrase du speaker, c'était « Notre but, c'est pas de comprendre ». Là, je n'ai pas pu m'empêcher d'arrêter d'écouter. Je pense qu'il faut faire cet effort et oui, on a des systèmes performants qui gèrent une quantité de données que nos petits cerveaux n'arriveront pas à gérer. Mais malgré tout, il y a tout cet effort post-résultat
Est-ce que ça fait sens? Est-ce que je peux le traduire dans un modèle simple? Est-ce que je comprends les mécanismes dominants, les forces dominantes? Et est-ce que je peux faire une espèce d'explication avec les mains, comme on dit? C'est pas très clair. Est-ce que ça va complètement se perdre et on va simplement accepter les courbes qui sortent du système? Je ne sais pas, mais ce serait plus une mise en garde que vraiment autre chose. Très bien. Bon, en tout cas, merci pour cette mise en garde, malgré tout. On n'a pas volontairement aussi abordé, justement, vous l'avez très très rapidement dit, la thématique de l'IA, parce que ça aurait été encore ouvrir un autre débat. On n'aurait pas eu le temps dans cette heure qui nous était dévolue. Merci à tous les 5 et à Mouad, en fait, qui a dû s'absenter pour prendre son train. Merci à Building Smart France pour l'organisation de cette conférence sur Tech for Industry Show. Et merci à toutes et à tous pour votre attention et très bonne fin de salon. À bientôt. Merci.